La première fois où je me suis trouvé à faire du terrain, j'étais au lycée, et dans la région parisienne, mais on allait souvent chez les cousins en Comminges. Et sensibilité à la langue occitane, et alors dans le que sais-je, à l'époque par exemple, était mis en premier plan la parabole de l'enfant prodigue. Alors bon, comme à 16-17 ans, on se dit tiens, je vais faire des paraboles de l'enfant prodigue en bas Comminges. Et en demandant à les gens qui étaient très proches de la famille à faire des cousines par alliance, et avec elle. Et puis, au bout de quelques mots, elle me dit ah, mais c'est la parabole de l'enfant prodigue. Alors, j'ai dit oui. Et elle me fait mais il y a un monsieur, etc. Ben, c'était tout compte fait une des témoins linguistiques privilégiés de Pierre Beck. Quand j'étais petit, je ne savais pas. Et puis j'ai su, elle, c'est qu'à ce moment-là, elle me dit mais non, il y en a un de Caser qui est vieil, il me l'a demandé. Puis après, il m'a demandé comment on faisait la grammaire, la conjugaison, etc. Et toutes ces choses-là. Et alors, bon, elle m'a dit, alors, moi, je l'ai noté écrit. Et bon, celle-là, je l'ai gardée, je l'ai encore. Et mais alors, ce qui était formidable, c'est qu'elle dit il me posait aussi des questions comme ceci, il me posait des questions comme cela. Parce qu'elle oui, elle me dit ce qu'on devait demander aux gens quand on leur demandait comment est-ce qu'ils parlaient, le dialecte de cet endroit. Tu ne m'as pas demandé mon mari s'il parlait exactement comme moi. Voilà. Une chose qui était très intéressante avec cette personne, son voisinage, parce qu'après, je le voyais, quand elle chantait à la messe aussi, là, les 4 ou 5 popoles du village qui étaient tous les dimanches, parce que quand j'étais un peu plus petit et tout, pour le chant. Il y a les paroles, il y a la musique, mais il y a la pose de la voix. C'est peut-être une des choses, personnellement, je suis coincé actuellement, qui se perd le plus. Je disais, on a des voix d'appartement maintenant. C'est un gel. Elle, par exemple, quand elle faisait le jardin, avec le petit mur de 1,50 m à côté, et il y avait la voisine à côté, la claverie, elle se parlait par-dessus le mur, elle se racontait de tout, comme ça. Donc elles avaient une voix portée à cette distance. Quand elle chantait à l'église, etc., elle chantait avec ses mêmes voix quand elle s'appelait, etc. Et quand elle parlait, elle avait, même si on avait ce même texte gascon qu'elle disait, il y avait toute une musique de la langue avec des intonations, avec des forces et tout, qui sont des choses qui sont vraiment en voie de disparition actuellement, surtout même dans les néo-occitans qui ont appris ça en laboratoire scolaire. Ensuite, bon, je le dis hier, le contact avec le conservatoire occitan, justement par rapport à la langue, les instruments de musique, et c'est avec Guy Bertrand, justement, des premiers avec qui on a commencé à parler un peu de recherche de terrain. Ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, les recherches, le terrain, la dynamique des ballets occitans avait justement créé déjà plus ou moins un réseau de terrain, et avec un peu l'esprit des groupes folkloriques, il faut se dire les vérités, parce que je m'en fiche, je suis à la retraite, plus personne ne me paye ou me dit des choses comme ça. Donc je peux dire, dans les groupes folkloriques, il y a la rivalité, on se copie les uns les autres, hein, on essaye de trouver un peu ce qu'a fait celui-ci, celui-là, et puis après ce qu'on on se le cache. Hein. Mais il y avait quand même des points d'autres. Et après, dans la bibliothèque, pas énorme qu'il y avait à l'époque au conservatoire occitan, il y a une chose que pour moi c'était une découverte. La classe linguistique de Gascogne au complet. Alors, au conservatoire occitan, il y était parce que justement, il y avait, je l'ai dit, le cours d'occitan avec quand même des gens qui sont des grands importants, mais Lagarde, etc. Et mais au conservatoire occitan, la page qui intéressait, il y avait la page illustrée, costume, la page illustrée, instrument de musique. Et puis, ah oui, c'est joli, comme ceci, comme cela. Par exemple, pour la cornemuse hollandaise, il y avait aussi, à titre de curiosité, pour une exposition qui s'était restée là, grande faute pour un musée, le musée Paul Dupuis avait prêté une vielle à roue et une cornemuse landaise, dont on ne savait pas exactement si elle était landaise, c'est écrit qu'elle venait de Pompogne, région d'Agen. Et c'était resté là. Et ça traînait d'ailleurs, même des fois derrière, une fenêtre qui était exposée au soleil. Et avant que le musée Paul Dupuis la reprenne, ça a duré longtemps, des années. Et elle y était représentée, cette cornemuse, pas exactement la même, dedans. Et alors, quand on allait dans le terrain, des fois, alors quand on était près de Toulouse encore, ça pouvait aller, mais quand on est dans les Landes, et puis dire, on nous a dit que par là, il y avait quelqu'un, etc., mais non, mais c'est à l'autre village, allez, 20 km, dans les Landes, c'est ça. Et puis, ah, mais non, mais vous vous êtes trompé, c'est pas cette maison, mais ici, c'était pas ceci et cela. Il c'est peut-être mieux de savoir plus précisément où.
Et alors, dans la classe linguistique gasconne, j'ai regardé justement bien, ce que les gens font presque jamais, le début, comment est-ce que c'est conçu, etc. Et après, avec les listes des témoins, datés, leur nom, etc. Il y a toute cette partie-là. Et relation, justement, cornemuse, des Landes, elle est là, etc. Village de Seine, oui, on ne va pas aller au Seine de la Brite en disant il n'y a pas, etc., etc. On regarde dans la liste des témoins et on voit qui était témoin. Et là, on a une adresse précise pour aller. C'est une manière de recréer ou de voir un terrain à partir de choses qui étaient, j'ai posé point de vue méthode, et puis ça a donné ses fruits. On est allé voir justement, peut-être que c'est presque pour moi un exemple même, presque les autres passent, procèdent plus ou moins dans la recherche des instruments de musique. Mais on a eu la chance, vu le décalage, on était à peu près il y a à peine un peu plus de 20 ans par rapport aux enquêtes de la classe linguistique de Gascogne. Donc on a eu le fils du joueur de cornemuse, et qui avait toujours la cornemuse, qui avait aussi, ce qui n'était pas mentionné dans la classe linguistique de Gascogne, la flûte à 3 trous, qu'avait son père aussi. Et il n'y avait plus, déjà, on savait à l'époque, il n'y avait plus de joueurs de cornemuse vivantes, mais lui, justement, en parlant, après, en sympathisant justement avec lui, en s'intéressant, en s'intéressant à ses pigeons, en s'intéressant à ce qu'il avait autour de lui, sans se forcer, parce que bon, quand on était dans ce milieu qu'on connaissait à cette époque, on en parlait naturellement, et formidable, il nous a dit qu'il avait essayé, il dit, oh, mais moi j'ai essayé d'en jouer, j'ai essayé d'apprendre, mon père qui a essayé de m'enseigner, mais ça ne me venait pas. Ça ne me venait pas, mais qu'est-ce qu'il avait appris? Donc alors du coup ça a été de lui demander, malheureusement avec les moyens de l'époque, avec pas d'enregistrement photo quand même, et il aurait presque fallu louer un logement sur place, et puis le voir régulièrement pour qu'il apprenne avec lui ce qu'il a, voilà, parce qu'il savait nous dire ce qu'il fallait faire. Et sur cette école. Les stages. Sur la bourre, le Seine de la Brite. Référence de la classe linguistique de Gascogne. Le prénom, je ne me rappelle plus, parce que de toute façon, c'était les stages de père et fils. Il y avait sa femme aussi. Et, donc, et après, on était revenu plusieurs fois. Une fois, ce qui était intéressant aussi, c'était l'écoute avec une néo-cornemuse hollandaise qui était faite par Cadeillan d'Agen et qui était faite donc pour jouer, basée sur celle de Bourguier d'Argos, on l'a vu après. Et la fille qui joue de cette cornemuse et la personne qui nous dit oui, c'est un peu ça. Alors bon, dans son mélange de français et de gascon, bien sûr, dans les Landes à cette époque, c'est un peu ça, mais je vais vous dire, votre instrument, il a un son vexant. Je n'avais pas enregistré, mais ça, c'est des choses comme ça, on n'a pas besoin de magnéto. Elle a un son vexant. Et avec l'autre, c'est vrai qu'après, on a vu que l'autre instrument était plus long, déjà. Après des perces un peu différentes, etc. etc. Et puis, beaucoup plus longtemps après, j'ai eu pour l'exposition qu'on avait fait au Val d'Aran, à Sgascos et à la musique, on a eu cette cornemuse de Bruyère de Vergogne se prêter. J'ai eu vraiment le temps de la regarder et tout. Et bien, les trous étaient plus à la même place. Les anches, par contre, c'était une chance extrêmement élevée. Les anches étaient là, pratiquement en état de fonctionner. Alors bon, toujours aussi, question musée, surtout quand on est un vieil instrument de ce genre, ne pas se ruer dessus en essayant d'en jouer dessus, parce que ça risque de le tuer. Surtout ces instruments avant avec l'humidité, avec des choses comme ça, provoquer des vibrations et une forte hygrométrie sur un instrument. Charles Alexandre a fait péter une cornemuse, une boudègue comme ça, à une journée du Férétra, dans les années fin années 60. Une question, tu dis souvent on, en fait, les collègues, elles ont toujours été collectives pour toi? Toujours à deux, au moins. Oui, pour celle-là. Là, c'était, comme j'ai dit, avec Jean-Pierre Lafitte. Oui. On était revenu d'autres fois avec Xavier, mais question chronologie, parce que là, des fois, quand on parle de conservatoire occitan, tout comme tu fais, ça fait, pour moi, ce que j'en sais, Guy, on va dire 2 ans avant, pour moi, c'est du 1960, fin 71, début 72, jusqu'en 78. Alors, il y a eu le temps d'avoir des personnes qui étaient au début, qui n'étaient plus à la fin, d'autres qui sont arrivés en cours de route, etc. Et les équipes se sont un peu déplacées comme ça.
Et il y a, oui, pour le Seine, alors la cornemuse de Bourriol-Vergoz, après, de toute évidence, elle avait été mise à la tonalité, au son des instruments d'influence folk irlandaise du noyau de Bordeaux. Hein, c'est le contexte de l'époque. Et après, justement, ça a été se déclencher avec cette cornemuse du Seine. On a approfondi justement en allant quand même baser certaines connaissances là-dessus. Ça a permis de mieux comprendre celle qui n'avait plus d'anche et qui a acquis donc une partie, le piquette du bas, qui venait du musée Paul Dupuy de Toulouse. Et ce qui nous a après dit, allons voir à l'écomusée de Marquez. Et c'est là, ce que je disais tout à l'heure, pour moi peut-être bon, pour la musique avec les autres, les uns les autres, ça a été quand même une très bonne connexion. Pour moi personnellement, qui avait études d'histoire de l'art, j'ai commencé un an d'être préparateur d'architecte au Beaux-Arts, histoire de l'art, spécialité plutôt médiévale, et avec bien sûr la pratique pendant les études avec la muséologie. Pour moi, c'est ce qui a après déterminé beaucoup, puisque après mon dernier travail, ça a été 25 ans au musée de Tarbes pour gérer les collections d'ethnographie, d'histoire et d'archéologie, qui étaient des collections qui avaient été fondées par Marcel Boulin, qui a été pendant 10 ans, avant 1950, pendant 10 ans, qui a travaillé de manière très 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 étroite avec Rivière, oui, avec Rivière. Et là, je me suis trouvé presque un peu. Je ne me suis pas forcé, c'était agréable, mais avec tout était écrit, tout était noté dans tout le travail de Marcel Boulin, et j'étais dans son moule. J'ai été, enfin, à force de faire, de reprendre, de faire la suite, de remettre à jour ou de transporter, de transposer, de compléter avec les moyens actuels, de faire des photos, de faire des choses comme ça, sur tout son travail. Et j'ai vu justement aussi comment Marcel Boulin avait organisé du travail de recherche sur la tradition, ce qui était le patrimoine, surtout sur le département des Hautes-Pyrénées. Mais comment est-ce qu'il a préparé les enquêtes de Claudie Marcel Dubois? C'est-à-dire qu'en fait, les enquêtes de Claudie Marcel Dubois, comme je dis, moi je le dis librement et tout, bon, de toute façon chacun a fait son travail, chacun a fait son métier, mais Claudie Marcel Dubois, elle est venue recueillir ce qui était déjà tout prêt. Presque comme qui va au supermarché. Elle arrivait dans des endroits qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle était, oh, il y a des montagnes, hein par exemple. Parce que là, au musée de Tarbes, on avait toutes les photos que vous pouvez voir au musée des ATP, dans les herbes, des enquêtes de Claudie Marcel Dubois dans les Hautes-Pyrénées et en débordant vers le Comminges, la région d'Ardiège et tout, c'est Marcel Boulin qui a fait les photos, qui est auteur des photos. On voit Claudie Marcel Dubois parlant avec ses braves paysans, ou avec ces enfants un peu quand même effrontés avec leur toulouhou, enfin non, leur tambour tournoyant et tout, là, comme ça. Oui, le tambour à friction tournoyant. Enfin, voilà, on disait, montrez-moi votre toulouhou. C'est bon. On n'a pas. Alors, votre toulouhou, votre tambour à friction tournoyant, voilà, non, on n'a pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon. Et il y a donc ces enquêtes de terrain. Et alors ça, c'était bon, à partir des années 90, où je me suis mis à la suite, en suivant de ça, avec la linguistique de Gascogne, en regardant bien les cartes, et après avec les témoins sur les cornemuses. Ça m'a intéressé de voir que sur le Val d'Aran, il y avait aussi écrit cornemuse. Ça avait été un peu complètement oublié. On pensait, oui, qu'il y avait des cornemuses dans les Pyrénées. Et ça m'a permis aussi, à ce sujet-là, de rencontrer Charles Alexandre. Je suis allé le voir, pas pour des bouteilles, pas pour des ceci et cela, mais il avait écrit un article sur les cornemuses des Pyrénées dans la revue belge, là, comment ça s'appelle, je me le rappelle maintenant, et avec des dessins. Oui, mais il avait écrit, et je suis allé lui demander, parce que bon, moi j'avais des mentions, à peine si c'était des descriptions, oui, il y avait quelqu'un qui jouait avec une poche, etc., dans le Val d'Aran et environ, et par rapport à son article. Et j'ai été intéressé, mais j'ai été aussi extrêmement déçu. Et puis après, j'ai aussi compris certaines choses
Et puis, bon, moi-même, je suis pas, j'ai pas cherché à donner suite, parce que il avait écrit, alors très intéressant, Charles Alexandre, bien sûr dans le domaine de la Boudègue, là où il avait fait vraiment du travail de terrain, mais sur les Pyrénées, il a écrit un article dans l'esprit de la revue dont tu parlais, là, des assises du folklore, là, des folkloriques, un article destiné à ce public-là, et avec, je vais le résumer comme ça, on me dira peut-être que c'est exagéré, mais on pourrait développer, si vous voulez, dans d'autres circonstances. Pour les Pyrénées, il avait une vision, par rapport aux cornemuses, une vision, on va dire, très celtocentrique, ça ne devrait pas vous étonner. Et avec ça, j'ai rencontré à d'autres fois aussi, quand à chaque fois avec une cornemuse type landaise, ou une cornemuse type Val d'Aran, etc., qu'on voyait des Bretons, et qu'on s'intéressait à leur instrument. Oh, mais ta cornemuse, c'est pas comme ça, tu devrais la faire comme ceci, tu devrais la faire comme cela, les anges c'est comme ça et comme ça. Non, c'est autre chose, c'est un autre instrument, c'est une autre. Voilà. Et là, il avait tout simplement vu des chérémies mallorquines qui étaient au musée du Castillette à Perpignan. Ah. Voilà, en disant, ben oui, de toute façon, c'est la même. Normalement, il y avait un sac de jam avec ceci là-bas, mais qui a disparu. Oui, mais à l'époque, c'était la chérémies mallorquine. Et pour les Pyrénées, il avait pu voir photographie de cornemuses aragonaises. Pour l'édition de la revue, le dessin avait été modifié, c'est-à-dire que c'était, on recopie, je sais le faire, c'est un travail de musée, j'avais fait plusieurs fois comme ça, des petits prototypes, où on prend la photo, puis on le redessine, mais seulement, on met du chapeau, on met un béret, on lui met, on gasconise la personne. On peut s'amuser à gasconiser la personne, et on a refait un document. Comme ça, on peut s'y amuser, mais alors à ce moment-là, on peut dire je fais une hypothèse. Maintenant, là, on le donne comme ça. Ça avait fait des polémiques avec les Aragonais de ces hautes-vallées qui étaient eux encore continuateurs de ces instruments de musique. Et puis, la cornemuse que j'ai petit à petit découvert, il y a des moments où il a participé, il a venu avec moi là, en montagne, en redescendant la nuit, dans des chemins caillouteux, etc. Et où finalement, sans trouver la cornemuse même, des descriptions tellement facile, enfin, pas tellement fouillé surtout. Pour cette cornemuse, justement, quand on essaye de voir avec les gens, il faut être très très attentif au monde de la personne qu'on questionne, parce qu'il va donner des réponses en fonction de ses connaissances, en fonction de ses préoccupations et tout. Et là, j'avais anticipé en disant, parce que on montrait une cornemuse à quelqu'un, il voyait, par exemple, vous montrez une cabrette à un Galicien immigré, il va dire « Ah, c'est la même !» Et à chaque fois, c'était la même, c'était la même. On était allé avec une boudègue, une cornemuse landaise et une cabrette orientale. Il ne pouvait pas dire c'est la même. Il y en avait trois bien différentes. Et alors là, il y a eu l'exercice, dans sa cabane à la montagne, l'exercice de cette partie-ci. Ça oui, ça non, plus gros que là, etc. À chaque fois, prenant note, dessinant, etc. Même pour les anges. Et alors là, le plus phénomène, moi j'ai trouvé extraordinaire, enfin, dit, là on peut dire c'est sûr, avec le bourdon de la boudègue, il a montré l'ange, et il prend le bourdon de la boudègue et il fait, crayon, il fait comme ça sur le tube, et il me fait là, un trait de crayon. Et puis il fait comme ça, là, deux traits de crayon, il nous a carrément lâché. À partir de là, j'ai la boudègue, c'est-à-dire de voir, d'étancer. Après, bon, j'ai essayé de retourner le voir, et pour jouer, alors c'était son père qui a joué. On va oui. Et je vais dire justement, bon, peut-être que c'est une bonne fin, parce que c'est ce qui est arrivé beaucoup. Alors ça, Charles Alexandre me l'avait dit pour dans la Montagne Noire, et on s'en était rendu compte après, qu'était devenu l'instrument. Et bien, cet instrument était parti brûler après décès. Mais brûlé après décès, et puis moi ça m'a fait le tilt, je l'ai dit même chez nous, pas forcément l'instrument de musique, mais les objets très très, alors bon ça a été à peu près quelques années après, on a fait ça pour les objets extrêmement personnels de ma grand-mère. Les lettres intimes de mon grand-père, des choses comme ça, quelques photos, c'était elle
Ça part avec elle, et ça part, et puis finalement, après, avec un peu Lascaris. des topographies ethnologiques, on se rend compte que là, on perpétue aussi des gestes, des incinérations proto-historiques pyrénéennes. Dans les réserves. Voilà. c'est que- On pourrait dire Merci, beaucoup d'autres choses encore sur toutes les animaux. Enfin, je crois que j'ai il centré y a là-dessus pour oui, dire je là, crois qu'il y a on a au travers ouais. notamment des instruments. Ouais.